Bonsoir. Moi, je vais vous parler donc d'une œuvre de Twombly, de Cy Twombly, qui reprend donc l'école d'Athènes de Raphaël. Je voulais parler de Twombly et je ne savais pas exactement de quelle œuvre parler. Je suis tombé sur celle-ci que je ne connaissais pas, qui est, je pense, assez exemplaire de la manière de Twombly. Peut-être pas la plus représentative, mais assez exemplaire de sa manière. Je vais essayer de vous expliquer comment. Alors, donc, voilà. Putain, comment on fait? Ah, voilà. Donc c'est ce tableau. Je vais commencer par vous présenter un peu Twombly. Donc c'est un peintre américain qui est né en 1928 dans l'État de Virginie aux États-Unis et qui est mort en 2011 à Rome, en Italie. Donc voilà, c'est un peu la suite logique avec Parmigiani. Et en fait, il a déménagé en 1957 à Rome. Et il revient quand même régulièrement aux États-Unis, il fait l'aller-retour entre les deux. Pour présenter succinctement, on peut dire que son œuvre globalement fait dialoguer l'art ancien et la culture ancienne, donc antique surtout, mais aussi de la Renaissance. Donc cet art de l'Europe, du vieux continent, avec une manière plutôt héritée de l'expressionnisme abstrait, qui est un courant qui est né à New York dans les années 40 et dont Twombly est un peu l'héritier. Donc pour analyser l'œuvre que j'ai choisie, je vais souvent citer un livre qu'a écrit Roland Barthes, intitulé Cy Twombly, qu'il a écrit sur commande de Yvon Lambert, qui était le galeriste de Twombly, et qui analyse très justement donc l'œuvre de Twombly. Donc pour commencer, donc j'ai choisi un tableau où Twombly, il cite, il refait, il détourne, il reprend l'école d'Athènes. Je ne sais pas exactement quel terme employer, mais voilà, c'est un peu l'idée. Donc Fabien a bien présenté l'œuvre de Raphaël. Et en fait, en tout, Twombly travaille en faisant sept œuvres différentes à partir de Raphaël. Donc celle-ci, c'est celle que j'ai choisi d'analyser. Il l'a fait en 1964, c'est la dernière. Elle fait environ 2 mètres par 2 mètres, donc assez importante. C'est une huile sur toile, il rajoute de la craie et du crayon. Et je peux peut-être vous montrer, ça c'est une autre version de 1961, qui est, je me souviens plus du format, mais qui est assez grand aussi, quasi comme l'autre. Et en fait, ce qui m'a assez interpellé, c'est que Twombly, il dit de Raphaël, c'est le peintre le plus ennuyant que je connaisse, à part pour certains de ses portraits. Donc je me suis demandé, pourquoi est-ce qu'il refait Raphaël s'il le trouve aussi ennuyant. Donc Twombly, il dit aussi que selon lui, l'art moderne, l'art contemporain, il n'est pas disloqué. Donc je cite, il n'est pas disloqué, mais il a des racines, une tradition et une continuité. Pour lui, pour Twombly, le passé est la source, car tout art est essentiellement contemporain. En fait, en jouant à déstructurer et détruire l'œuvre de Raphaël, comme je vais le montrer, il réactualise l'art de la Renaissance. Il travaille autant avec les grands maîtres de la Renaissance, avec les figures mythologiques, que contre ces grands maîtres. Il joue avec. Mais en tout cas, il y fait explicitement référence. Donc, qu'est-ce qu'on voit sur cette peinture? Donc je disais, c'est assez exemplaire de la manière de Twombly, mais pas la plus représentative, parce que c'est assez rare qu'ils reprennent explicitement une œuvre picturale. En général, il fait des œuvres où, dans le titre et par des écritures écrites sur la toile, il convoque des figures mythologiques comme des héros de l'Iliade, ou il convoque Virgile. Mais là, c'est un peu particulier parce qu'en fait, il reprend une œuvre picturale directement. Voilà. Donc si on compare l'œuvre de Twombly avec celle de Raphaël, on en reconnaît à peu près la composition. Au bas, donc il y a le sol qui est fait par Raphaël en perspective. Donc à l'époque, à la Renaissance, c'était une manière de montrer la perspective et aussi de montrer le savoir-faire du peintre. Et Twombly la reprend ici de manière très succincte, très simple. Ensuite, il y a en haut de la peinture, il reprend donc ici des touches de bleu qui viennent rappeler le ciel qui pointe dans la fresque de Raphaël. Au centre, on a des taches de couleurs, orange, rouge, il y a du blanc aussi, qui semblent convoquer les figures, les philosophes qu'a représenté Raphaël. Et d'ailleurs,
il écrit sur la toile Aristote et Platon, d'ailleurs il les inverse, parce que voilà. Et surtout en haut, donc ce qui nous donne surtout le premier indice, enfin l'indice le plus important sur ce qu'on voit, il écrit Scuola di Atene, donc le nom italien de l'œuvre de Raphaël, et au même niveau il écrit Rome 1964. Donc en fait, il écrit donc l'année où il peint l'œuvre et il écrit la ville où il l'a peint, mais aussi la ville où Raphaël a peint la fresque et où elle se trouve toujours. Et il y a aussi d'autres écritures qu'on ne peut pas déchiffrer. En tout cas, moi, j'ai pas réussi à déchiffrer. Et il y a peu de sources sur cette œuvre. Donc voilà. Donc, en partant de ces écritures, je me suis posé la question de l'écriture, comment elle était utilisée. Et c'est en partie, en fait, il utilise en premier lieu comme matière. Donc ces tableaux, on pourrait dire qu'ils sont abstraits. Et c'est souvent par le titre et donc par une écriture qui est présente dans l'œuvre qu'on a un indice sur le sujet du tableau. En fait, dans l'œuvre dans l'école d'Athènes, l'écriture, elle s'intègre pleinement à la peinture. Elle agit comme un élément graphique parmi d'autres. Elle apparaît d'abord comme un gribouillis à premier abord, comme une matière visuelle indistincte. Et en fait, en s'approchant, le spectateur, qui sait lire, il réalise qu'il peut déchiffrer et donner du sens à ses tracés. Il transforme ainsi sa perception de l'ensemble de la composition. Les personnes qui ont travaillé sur Twombly évoquent souvent un aspect de sa biographie qui pourrait expliquer ce jeu avec l'écriture. Parce qu'en fait, Twombly, en 1954, donc avant d'arriver à Rome, il a travaillé, enfin, il a pas travaillé, il a fait son service militaire donc dans l'armée américaine et il travaillait comme cryptographe. Donc, il travaillait donc avec l'écriture et il codait l'écriture. Et donc, il y a plusieurs spécialistes qui disent que c'est peut-être le début du moment où il commence à intégrer l'écriture dans son œuvre, et l'écriture comme matière à déchiffrer. Et là, je vais citer Barthes. Barthes dit qu'il y a chez Twombly des événements écrits, des noms, mais leur gloire nominaliste, rien que le nom, est elle aussi impure. Le graphisme est un peu enfantin, irrégulier, gauche, rien à voir avec la typographie de l'art conceptuel. La main qui trace donne à ces noms toutes les maladresses de quelqu'un qui essaye d'écrire. En fait, par l'écriture et par la manière dont écrit Twombly, il convoque sa propre enfance, le moment où il a appris à écrire, mais aussi l'enfance de l'homme et de l'art. Donc l'enfance de l'homme, les premières écritures, mais aussi les premières peintures rupestres. En fait, l'écriture et le gribouillis chez Twombly, c'est un geste primaire qu'on peut voir comme primaire. Et donc en fait, comment est-ce que, une fois qu'on a lu le titre, qu'on a lu les écritures, comment est-ce qu'on peut lire le tableau de Twombly et ses tableaux en général? Par exemple, il a un tableau qui s'appelle Les Italiens. Et en fait, quand on a beau chercher sur la surface de la toile, on ne trouve pas d'italien. Donc il n'y a pas de rapport direct entre le titre et la figuration dans l'œuvre. Et Barthes, justement, il décrit le mouvement que fait naître la présence de l'écriture dans l'esprit du spectateur. Donc je cite, « Dans un premier temps, le titre, en quelque sorte, bloque l'accès à la toile, car par sa précision, son intelligibilité, son classicisme, rien d'étrange, rien de surréaliste, donc là l'école d'Athènes, c'est plutôt classique, donc par ce classicisme, il entraîne sur une route analogique qui apparaît très vite barrée. Les titres de Twombly ont une fonction labyrinthique, ayant parcouru l'idée qu'ils lancent, on est obligé de revenir en arrière pour repartir ailleurs. Cependant, quelque chose reste de leur fantôme et imprègne la toile. » Donc en fait, ce titre, cette écriture, elle a une fonction labyrinthique, elle nous perd, mais elle nous aide aussi. En fait, c'est un jeu de balancier auquel nous invite Twombly, entre une convocation d'idées, de noms, et une matière qui est pure, qui est brute. Et l'écriture elle-même, elle est rendue à sa dimension de matière par cet aspect instable et enfantin donc de l'écriture. Barthes, il dit que l'écriture, elle perd sa violence. Ce qui s'impose, c'est pas telle ou telle écriture, ni même l'être de l'écriture, c'est l'idée d'une texture graphique. Donc, la compréhension de l'écriture, elle nous appelle à relire la toile, et la gaucherie du dessin, elle, en montrant le geste, elle nous appelle à retracer ce que Twombly a fait sur la toile, sur la surface peinte. En fait, plutôt que de cacher les ratures, les reprises, les endroits où il se manque, Twombly les met en évidence, il les surligne. À propos de l'école d'Athènes, justement, Barthes, il dit
enfin il parle de salissure, et il dit « Ce sont des traînées de couleurs ou de crayons, souvent même de manière indéfinissable, dont Twombly semble recouvrir d'autres traits, comme s'il voulait les effacer, sans le vouloir vraiment, puisque ces traits restent un peu visibles sur la couche qui les enveloppe. C'est une dialectique subtile. L'artiste feint d'avoir raté quelques morceaux de sa toile et de vouloir l'effacer, mais ce gommage, il le rate à son tour, et ces deux ratages superposés produisent une sorte de palimpseste qui donne à la profondeur, qui donne à la toile la profondeur d'un ciel où les nuages légers passent les uns devant les autres sans s'annuler. On le voit notamment dans le haut du tableau. Voilà, il y a des traits de crayon et en fait qui vient, enfin de crayon gris et qui vient refaire avec un crayon blanc, donc voilà, où il remet en évidence les gestes qu'il a fait avant. Donc Barthes, il décrit ce qu'on voit sur la toile, ce qu'il en analyse du geste de Twombly, donc le fait de recouvrir le trait, d'effacer sans vraiment l'effacer, de rater le gommage. Et donc, il a une description précise de ce que fait Twombly, mais en fait, Twombly fait un travail précis aussi. Alors qu'on pourrait croire, à l'inverse, on pourrait croire que c'est quelque chose d'un peu arbitraire. Par cet aspect qui semble brut, en fait, on peut penser être capable à première vue de reproduire ce qu'il fait. Mais en fait, l'équilibre de la toile, l'équilibre entre le vide et le plein, les couleurs qui se répondent, c'est très travaillé. Et en fait, ça m'amène à la question de l'étude, du dessin préparatoire. Donc Twombly, je vous ai dit, il a fait 7 œuvres à partir de l'école d'Athènes. Donc ça, c'est les 2 versions finales. Et il y avait des études. Donc là, c'en est une. Donc je me suis demandé pourquoi est-ce qu'il ferait des études alors qu'en fait le résultat final paraît spontané et brouillon. Alors j'ai 2 hypothèses. La première, qui est la plus simple et dont découle la seconde, ça serait une manière en fait aussi pour répondre à Raphaël, de reprendre le mode de travail des peintres de la Renaissance. Donc il dit qu'il prend le passé comme source, et ce passé, il en copie pas forcément le contenu, mais en tout cas, il en imite le geste, ou il reprend le geste, donc par le titre, qui est inscrit dans la toile, mais aussi par l'étude. Les peintres de la Renaissance, ils avaient donc l'habitude de faire des dessins préparatoires, des croquis, notamment pour les grands tableaux et les fresques. Donc, comme Fabien l'a expliqué, le dessin préparatoire de l'école d'Athènes se trouve à Milan, et c'est le plus grand dessin qui nous est parvenu de la Renaissance. Il est quasi à taille réelle en fait par rapport à la fresque. Donc en fait, chez Raphaël, ce qui distingue l'étude de la fresque finale, c'est la matière, le degré de finition, on va dire, alors que chez Twombly, c'est plutôt la taille. Donc je vous ai dit, les versions finales sont autour de 2 mètres de côté, alors que l'étude en question, par exemple celle-ci, c'est plutôt 30 cm le côté large. Et donc en fait, ça m'amène à une autre hypothèse. Je pense qu'avec ce jeu aussi, Twombly nous pose une question, celle de notre rapport à l'art et à l'œuvre. Parce que quand on regarde les 2 versions finales, donc celle-ci et celle-ci, on pourrait dire et croire qu'elles ont un aspect brouillon, un aspect de croquis. Et surtout, on voit pas énormément de ressemblance entre cette étude en question, et les versions finales. Donc pourquoi est-ce qu'il aurait besoin de faire des études ? En fait, Twombly, je pense qu'il voyait l'étude plutôt comme un entraînement, un échauffement, comme une première confrontation avec l'œuvre de Raphaël. En fait, en faisant l'étude, il commence à se demander ce qu'il peut faire avec cette matière, qui est la fresque, avec ce qu'elle signifie pour l'histoire de l'art, de la Renaissance et de la pensée antique, donc comme l'a expliqué Fabien. Donc il se demande comment se l'approprier, comment rendre ce passé présent, comment le faire revenir. Et là, je fais référence au titre d'une rétrospective qui avait eu lieu à Boston, qui s'appelle Make Past Present, qui je pense est une belle manière de résumer l'œuvre de Twombly. Et donc dans l'œuvre finale, Twombly, il cherche pas la perfection ou la propreté, mais il met plutôt en valeur ce qui est fragmentaire, ce qui est incomplet, ce qui est brut. Et donc, il semble nous demander, Twombly, qu'est-ce qui a changé dans l'histoire de l'art depuis Raphaël. Donc, comme l'a bien expliqué Fabien, Raphaël, il inscrit ses figures de philosophes dans un environnement idéalisé qui est typique de la Renaissance. Il y a une perspective monofocale centrée, extrêmement maîtrisée, avec des personnages clairement identifiables
ou alors des fois avec un peu des jeux subtils, dans un geste qui affirme que la recherche du vrai à la Renaissance passe en partie dans la pensée antique, la pensée philosophique antique. Et lui, Twombly, dans toute son œuvre, il fait complètement exploser la figuration. En fait, chez lui, la figuration, elle devient rature, gribouillage, tache de peinture, écriture maladroite. Mais en fait, cette dilution, cette destruction de la perspective, Daniel Arras, dans Histoire de peinture, il en parle un peu à propos de Raphaël. En fait, il dit que Raphaël, juste après avoir peint cette fresque, donc au Vatican, dans les chambres du Vatican, il dit donc que l'école d'Athènes, elle date d'à peu près 1512-1513. D'ailleurs, c'était peut-être avant. Et après, il dit, et dès la chambre d'Héliodore et la chambre de l'incendie, soit 5 ans plus tard. Alors, je crois que j'ai mis des. Voilà. Ça, c'était la chambre. Comment elle s'appelle? La chambre de la signature. Ouais. Donc, ça, c'est celle où il y a l'école d'Athènes. Donc après, il parle de 2 autres chambres. Il dit 5 ans plus tard, la perspective est jouée de façon contradictoire. Donc là, en parlant notamment de cette œuvre, de cette fresque qui s'appelle L'incendie du Borgo, il dit le principal se trouve minuscule au fond, alors que le secondaire est au premier plan, énorme. Il est clair que la perspective a très vite fait son temps. Même Raphaël, ce génie de l'équilibre et de la transparence, ne la garde pas, tout simplement parce que la réalité historique empêche de croire à cet équilibre de la culture et du pouvoir. Donc en fait, au premier plan, on a des civils qui essayent d'échapper à l'incendie, et en fait, au fond, ici, voilà, j'ai fait une bêtise. Au fond, on a le pape qui donne une bénédiction, donc qui serait dans une représentation classique, qui serait plutôt au centre et devant dans la représentation. Donc voilà, Arras, il explique que les questions de représentation et de perspective, c'est aussi une question de pouvoir, de politique, de société, et Twombly arrive bien après, donc c'est normal, c'est logique que son rapport à la représentation et à la perspective soit très différent. Donc en fait, avec ces gestes, le titre, comme je l'ai dit, l'écriture, le fait de faire des études, mais aussi donc ce rapport à la perspective, à l'abstraction qu'a Twombly, qui est très différent donc, des peintres de la Renaissance. Il prolonge quand même ces pratiques de la Renaissance, et il prend donc le passé comme source, comme art contemporain avec lequel on peut toujours dialoguer. Et en fait, cette idée, c'est l'idée de rendre le passé présent, comme je le disais. Le passé, en fait, il habite les toiles de Twombly de manière fantomatique, évanescente, comme l'a évoqué Barthes. En fait, si on peut essayer de définir le rapport qu'a Twombly avec cet héritage, on peut dire qu'il établit un face-à-face personnel avec cette matière classique, avec ses sujets nobles et épiques. Donc, je disais, donc là ici c'est l'école d'Athènes, mais il a beaucoup travaillé sur les héros mythologiques, les héros de l'Iliade. Donc il a un rapport direct avec ces sujets. Il les traite comme un sujet vernaculaire. Il les traite avec légèreté, mais avec respect, parce qu'il avait de l'admiration pour ses sources. Et en fait, en ayant ce rapport, et en le mettant sur la toile, il nous appelle à avoir le même rapport, à réactualiser ses pensées, ses œuvres, ses mythes, et en faisant ça, en convoquant par l'écriture, par le titre, il convoque aussi notre mémoire universelle de spectateur. Je pense aussi dans un geste semblable, similaire au geste de Parmigiani, et c'est aussi pour ça que je voulais présenter cette œuvre après Raphaël. Voilà, merci.